Bienvenue dans le podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses, le rendez-vous inspirant qui met en lumière des femmes et des hommes qui ont choisi de redéfinir leur trajectoire, de créer leur propre voie et de conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte, Nathalie Grimaud-Morvillier, et je suis honorée de vous accompagner dans ce voyage extraordinaire. Après plus de 15 ans en tant que salariée dans le domaine du marketing digital et après 4 discriminations à la maternité, j'ai décidé de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide désormais les parents à en faire de même. Dans ce podcast, à chaque épisode, nous vous présenterons des histoires captivantes de mères audacieuses, de pères engagés, mais surtout de parents déterminés qui ont trouvé le courage de se réinventer pour mieux concilier leur vie personnelle et professionnelle. Qu'il s'agisse de maman, de papa ou de famille, notre podcast est un espace où chacun peut trouver une source d'inspiration, de conseils et de perspectives pour embrasser un avenir empreint de flexibilité, d'épanouissement et de conciliation, ainsi que de succès. Si vous êtes à la recherche de nouvelles manières de penser et ou de travailler, ou encore d'astuces, c'est le podcast qu'il vous faut. Prenez dès à présent votre boisson préférée et c'est parti. Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui touche de nombreuses mères car plus d'1,5 million de mères en France sont des mères solo. Être parent célibataire présente des défis uniques, mais cela peut ouvrir aussi la voie à des opportunités inattendues et enrichissantes. Alors, comment peut-on réinventer sa carrière lorsqu'on est maman solo et que l'on doit tout gérer professionnellement et personnellement? Nous allons explorer comment certaines mamans solo ont choisi des chemins professionnels hors normes, démontrant qu'il est possible de réussir et de s'épanouir en jonglant avec toutes les responsabilités parentales. Et pour cela, j'ai le grand plaisir d'avoir à mes côtés aujourd'hui Claire. Bonjour Claire, je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode. Bonjour Nathalie, merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. Alors pour commencer cette interview, est-ce que tu peux te présenter à celles et ceux qui nous écoutent? Oui, alors je m'appelle Claire, je suis maman solo d'un garçon de 9 ans et j'accompagne les TPE, PME et solopreneurs dans leur pilotage d'activité. Donc j'optimise la gestion administrative et le pilotage en leur proposant des tableaux de bord de gestion d'activité afin d'augmenter leur croissance. Ok, donc tu arrives vraiment un peu comme le bras droit finalement de l'entreprise pour lui permettre de mieux se développer, peut-être d'aller plus vite aussi dans son développement et puis de mieux suivre les chiffres qui sont souvent compliqués à avoir ou en tout cas à pouvoir piloter au quotidien. Exactement. En fait, souvent, les chefs d'entreprise peuvent avoir des projets. Seulement, c'est difficile de les déployer pour plusieurs raisons, parce que déjà, quand on a la tête dans le guidon de sa propre entreprise, on a du mal à prendre de la hauteur. Donc moi, je vais leur apporter des outils et des tableaux de bord de manière à poser les choses étape par étape, que ensemble, on puisse vraiment avancer pas à pas sur le déploiement de leur projet, en prenant en considération tous les critères auxquels on pense pas forcément. Quand on est plusieurs, il y a plusieurs points de vue, donc on arrive à mieux alimenter et à mieux se structurer. C'est vrai. Depuis quand es-tu maman et combien d'enfants as-tu? Alors, donc, je suis maman depuis 2015. Donc, mon fils a 9 ans et j'ai un enfant. Ce qui déjà occupe pas mal lorsqu'on est maman solo. Qui occupe déjà pas mal quand on est maman solo et qui plus est, je suis également atteinte d'endométriose. Donc, mon fils, je l'ai eu par fécondation in vitro. Donc, j'ai mis 5 ans à l'avoir. Donc, déjà, c'est une grande chance pour moi d'en avoir eu un. Hmm, je comprends. Peux-tu nous raconter comment nous nous sommes rencontrés? Alors, j'ai eu le plaisir de rencontrer Nathalie au bootcamp de Nina Ramen, sur le bootcamp Ramène ta fraise. Donc, on a passé 2 mois ensemble à s'écrire tous les jours, se motiver tous les jours, exposer nos différentes problématiques et ça a été une aventure géniale. J'ai apprécié notamment les différentes rencontres et Nathalie fait partie d'une des belles rencontres. Et d'ailleurs, j'espère pouvoir venir un jour lui rendre visite dans sa maison.
Avec grand plaisir, comme je t'ai dit, il y a une pièce qui t'attend. C'est vrai que grâce aux réseaux sociaux, on fait quand même des rencontres extraordinaires de personnes qui n'habitent pas du tout à côté de chez nous et on arrive à tisser des liens parfois incroyables. Exactement. Si tu étais une femme à impact connu, qui serais-tu, mais surtout pourquoi? Alors, si j'étais une femme connue, je serais Simone Veil pour son audace, son charisme, sa persévérance et ses convictions. Pour moi, c'est une femme qui a marqué le temps, parce qu'elle avait des convictions un petit peu, pas, je dirais pas hors normes, c'est pas vrai, mais avant-gardiste. Et du coup, elle a dû se battre 2 fois plus fort pour arriver à se faire entendre. De par sa nature, en fait, c'est une femme très respectueuse. C'est vrai qu'elle est souvent citée dans notre podcast comme une femme à impact connu et en plus elle a fait quand même évoluer énormément certaines lois pour les femmes, ce qui a été une grande avancée sociétale. Alors maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours professionnel, peut-être avant de devenir maman solo? Alors, donc, j'ai un parcours un petit peu atypique, je dirais. Donc, en fait, j'ai fait des études en hôtellerie-restauration. J'ai travaillé longtemps en hôtellerie-restauration de luxe, où là, j'ai vraiment fait mes armes, j'ai bâti mon expérience. C'était il y a plusieurs années, hein, c'était avant Covid, donc du coup, on travaillait beaucoup, il y avait une rigueur, une exigence. L'hôtellerie-restauration de luxe, c'est un petit peu comme l'armée, c'est oui, chef, il y a des codes à avoir, il y a une certaine prestance à avoir. Donc, moi, j'ai appris tout ça et j'ai bâti mon expérience dans les établissements luxueux. Mhm. Ensuite, j'ai eu un hôtel-restaurant en location-gérance au Beau-de-Provence avec mon mari à l'époque, où on a exploité cet établissement pendant quasi 2 ans. On est parti de zéro, on a remonté le restaurant, on a frôlé le million de chiffre d'affaires. Waouh. Et l'établissement a été vendu et on n'avait pas l'argent pour pouvoir racheter le fonds. Même si on était prioritaire, on n'avait pas l'argent puisque ça avait un certain coût. Donc du coup, on est parti et on a acheté un restaurant en fonction de notre budget dans la Drôme provençale. Mhm. Donc là, on a exploité pendant 3 ans. Ça a été un choc parce que quand j'avais l'hôtel-restaurant, j'avais une quinzaine de salariés et tout d'un coup, on s'est retrouvé que deux. Waouh. Plus mon fils avait 1 an, donc mon fils est né voilà dans le milieu de l'hôtellerie-restauration, donc il y avait beaucoup de choses à gérer. Pendant quelques mois, on a eu l'hôtel-restaurant et le restaurant, donc on avait les deux à gérer. Enfin, la fermeture d'un hôtel-restaurant, l'ouverture d'un restaurant, un déménagement au milieu. Donc ça a été un petit peu chaotique. Donc on s'est retrouvés à deux à gérer ce restaurant. Et bon bah gros changement puisqu'il n'y avait plus d'équipe, il y avait que nous deux. Beaucoup de charges finalement, ça a été laborieux. Malgré qu'on ait augmenté le chiffre d'affaires de 20%, en fait on n'arrivait pas à trouver un équilibre pro-perso. Mhm. Plus de ça, voilà, on avait pris la décision de se séparer. Donc, on a mis notre restaurant en vente et on a eu la chance, je dirais, de le vendre le 1er avril 2019. En mars 2020, la France était confinée. Donc, voilà, je sais pas si c'était un petit peu du flair ou quoi. Voilà comment ça s'est passé. À la vente du restaurant, bah, quand on est entrepreneur, on n'a pas de chômage, on n'a pas de sécurité, on n'a rien. Et en plus, nous, notre logement était situé juste au-dessus du restaurant. Donc, on s'est retrouvés sans logement, sans travail. Mon ex-mari a retrouvé facilement du travail, mais moi, je voulais un travail qui me permette de m'occuper de mon fils. Que là, ça a été vraiment assez difficile. Il a fallu que je sorte les rames pour retrouver un emploi salarié qui me permette de gérer mon fils. J'avais plus de logement, donc il fallait que je trouve un logement. Sans contrat de travail, ben, on trouve pas de logement. C'est clair. Voilà, ça a été vraiment extrêmement laborieux. Bon an, mal an, j'ai quand même réussi, mais bon, j'ai dû repartir de zéro avec un salaire qui n'était pas du tout à la hauteur de mes compétences parce que bah du coup, je partais dans une autre branche. Du coup, j'ai trouvé un emploi de salarié en tant qu'assistante de direction dans un bureau d'études autour du nucléaire. À l'époque, c'était une start-up et quand j'ai commencé à travailler pour eux, on s'est fait racheter par EDF et maintenant, c'est aujourd'hui une filiale de EDF qui tourne très très bien. Donc du coup, j'ai vécu toute la passation, le rachat, etc. C'était une aventure super. J'ai rencontré des personnes géniales. Bon, malgré tout, il me manquait quand même un petit peu, voilà, la flamme de l'entrepreneuriat. J'avais besoin voilà, d'apprendre plein de choses. J'ai toujours besoin d'alimenter mon cerveau, d'apprendre des nouvelles méthodes de travail, des nouvelles compétences. Et ça me manquait. Donc, en parallèle de mon activité salariée, j'ai monté mon entreprise en accompagnement à la gestion administrative. C'était quelque chose que j'avais déjà un petit peu en tête, puisque quand j'avais mon hôtel-restaurant et mon restaurant, je me sentais bien souvent seule. J'étais face à la problématique que recruter quelqu'un à temps plein ou même à temps partiel, c'était beaucoup trop. Je n'avais pas le budget. Mhm. Donc, j'avais déjà un petit peu en tête de me lancer en tant que freelance. Mais bon, voilà, il fallait un petit peu sécuriser la situation. Donc, du coup, j'ai dit, bon, bah, vas-y doucement.
J'ai créé en parallèle de mon activité salariée et à un moment donné, plusieurs fois, je me suis dit, bon Claire, va falloir faire un choix. Mais le choix n'est pas facile quand on n'a pas de filet de sécurité. Quand on est maman solo, ben, on n'a pas notre mari sur lequel on peut compter en se disant, bah voilà, s'il y a 2, 3 mois où je galère un peu financièrement, c'est pas grave, il y en a un qui assure, on a assez d'économies. Ben là, non, je pouvais pas. Et en fait, j'ai eu des problèmes de santé suite à ma maladie, donc l'endométriose, et je me suis fait enlever un rein. Mais avant cela, en fait, j'ai failli mourir. J'ai eu une septicémie. J'ai Ah été oui, opérée en état enfin voilà, en en urgence en pleine nuit. urgence. Ben, je me suis fait enlever un rein et je me suis dit, ben en fait, voilà, là, si j'y étais passée, quel aurait été mon regret? Et ça aurait été celui-là, de ne pas m'être lancée à 100% sur un projet. Après tout, c'est que de l'argent. Mm. Finalement, j'ai vendu mon resto, je me suis retrouvée à la rue et j'ai redémarré. Ça l'avait fait, alors pas sans douleur, mais ça l'avait fait. Donc je me suis dit, ben faut le faire. Et du coup, je me suis lancée. C'est pas tout rose, hein, l'entrepreneuriat, c'est un petit peu les montagnes russes. Voilà, on n'a pas la sécurité d'un salaire qui tombe tous les mois. Mais je regrette pas parce que vraiment, ça me permet de gérer ma vie perso et ma vie pro comme je l'entends, sans avoir à culpabiliser. Alors après, je suis très exigeante avec moi-même, donc je dirais que de la liberté, c'est à la hauteur de ce qu'on s'inflige. Moi, Mm. j'ai une exigence qui est assez élevée. Malgré tout, voilà, travailler le dimanche, bah, ça me pose pas de problème. Envoyer des mails le dimanche, ça me pose pas de problème. Et moi, je n'ai pas, voilà, mes collègues qui me disent, non, mais pourquoi tu travailles le dimanche? Bah, en fait, parce que j'ai envie et j'aime bien. Et c'est vrai que je suis un peu comme toi, moi j'aime bien bosser le week-end parce que t'as pas de clients qui t'appellent, t'as pas de réunion, t'es pas obligé de sortir d'un sujet que t'es en train de traiter parce que justement quelqu'un t'appelle ou tu rentres en réunion ou t'as oublié l'heure de la réunion, alors vite, 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 en catastrophe, tu te connectes, en visio, t'as quelques minutes de retard, etc. Et je trouve que travailler dans ces conditions, sur des sujets qui demandent parfois de la réflexion, de la concentration, c'est quand même très agréable et c'est pas possible en semaine. C'est toujours compliqué d'avoir un créneau Ouais. non-stop dans lequel on se dit on va pas être dérangé, ni par des clients, ni par des prestataires, ni par du démarchage intempestif, etc. Et Exactement. c'est vrai que je suis un peu comme toi, j'aime bien aussi travailler le week-end, même si je travaille Mm. pas tous les week-ends, mais j'aime bien. Et là, je dépote beaucoup plus qu'en semaine où je suis tout le temps interrompue. Tout à fait. Enfin, moi, je vois, je suis beaucoup plus productive. Bah, déjà, en plus, le dimanche, c'est beaucoup plus cool parce que du coup, bah, il n'y a pas l'école déjà. Mm. Le dimanche, moi, je sais que, enfin, voilà, généralement, c'est petit pain au chocolat dans le four. Mon fils, il a le droit de regarder un dessin animé. Donc, pendant qu'il regarde son dessin animé, je peux être sur mon ordinateur, avancer tranquillement. Et en fait, voilà, c'est beaucoup plus cool. Il traîne en pyjama jusqu'à 10 heures. Bah, en fait, c'est pas grave. Pas de démarchage, pas de rendez-vous qui tombe. Voilà, pas un client qui a une urgence. Voilà, c'est beaucoup plus agréable, je trouve. C'est clair, je suis un peu comme toi. Alors, comment tu as trouvé l'équilibre entre tes responsabilités familiales et puis tes aspirations professionnelles aujourd'hui dans cette nouvelle voie d'entrepreneuriat que tu avais d'ailleurs déjà explorée dans un autre domaine d'activité il y a quelques années? Alors, c'est pas évident. C'est un équilibre qui est, pour moi, sans cesse réajusté, puisque bah, déjà, notre énergie n'est pas la même. Tous les jours, elle n'est pas la même. Tous les mois, elle n'est pas la même. Parfois, la vie pro prend plus de place que la vie perso. Par exemple, le mois de juin, toutes les mamans, c'est le mois de juin de l'horreur. Entre les anniversaires, la fête de l'école, les fêtes de sport de fin d'année, etc. Bon, en fait, en gros, on court partout le mois de juin, c'est l'horreur. Voilà, les vacances à préparer, etc. Et il est dur ce mois de juin. Donc, on sait que professionnellement, on va déjà peut-être être moins productif parce qu'on va être super stressé à gérer à droite à gauche les trucs. En revanche, par exemple, sur le mois de septembre-octobre, la rentrée redémarre, etc. On se prend un rythme, donc on sait qu'on va pouvoir davantage travailler et le pro va prendre un petit peu plus le pas. Donc, je pense que c'est vraiment sur du long terme, en fait, de trouver cet équilibre-là. Moi, je le trouve aussi notamment dans le fait que, bah voilà, la journée, si je dois emmener mon fils à l'orthophoniste, par exemple, effectivement, c'est en plein milieu de la matinée, hein, puisque de toute manière, les orthophonistes, sinon, il y a 2 ans d'attente, donc il faut aller le chercher à l'école, l'emmener, attendre, parce que pour les enfants, c'est 30 minutes, et y retourner. Ben, sur ce laps de temps-là, clairement, on va pas faire des allers-retours à la maison, donc du coup, ben voilà, on va dire que sur 1 heure et quart, on est bloqué. Je peux le faire en étant à mon compte. Si j'avais été salarié, j'aurais dû bah, demander l'autorisation à mon responsable. Peut-être qu'il aurait dit oui, en fait, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, là, je ne dois rien à personne. Mm. Et le soir, par contre, voilà, les jours où je l'emmène chez l'orthophoniste, je sais que le soir, une fois qu'il est couché, bah, sur du travail administratif où j'ai pas besoin d'être en contact avec mon client, bah, je vais travailler jusque 23 heures, minuit, voilà. C'est un petit peu la contrepartie. Mais cet équilibre-là, je pense qu'au début, on met un petit peu de temps à le trouver. Après, on le trouve.
trouve. Et il est quand même réajusté parce qu'on a des nouveaux clients qui ont des manières de fonctionner différentes, donc il y a un temps d'adaptation. Et là, à ce moment-là, il faut retrouver son point d'équilibre. Moi, je le trouve en maniant un petit peu le pro, le perso voilà, à ma guise, quoi. C'est vrai que quand moi je me suis lancée à 100%, donc 2017, au début, je culpabilisais énormément de faire des tâches perso sur du temps dit pro, en me disant, oh là là, mais il est mardi matin, il est 9h30, je suis en train de faire mes courses, alors que tout le monde est en train de travailler, mes clients, etc., etc. Et cetera. Et finalement, petit à petit, c'est devenu la nouvelle norme, c'est-à-dire que je me dis, en réalité, mes clients, ils s'en fichent que je sois devant mon ordinateur à 9h ou à 23h ou un samedi ou un mercredi, enfin peu importe, tant que le travail est fait de manière bien sûr professionnelle, avec des deadlines qui sont respectés ou des temps de réponse en fait qui sont corrects quand ils envoient un mail, etc. Et aujourd'hui, je culpabilise plus du tout d'aller faire mes courses ou de prendre un rendez-vous perso sur du temps dit pro, en tout cas pour les salariés, hein, c'est-à-dire du lundi au vendredi entre grosso modo 9h et 18h. Mais je culpabilise pas non plus quand je passe une soirée un petit peu comme toi à travailler ou que le week-end, ben, j'ai juste envie de me mettre devant mon ordinateur et puis de bosser pendant que les enfants sont en train de jouer dans le jardin ou que mon mari est en train de jardiner ou voilà, en train de faire d'autres activités. Mais c'est vrai que ça demande de faire évoluer finalement son état d'esprit parce qu'on est Ouais. tellement formaté et même depuis l'enfance puisqu'on voit que l'école c'est du lundi au vendredi. Alors c'est les horaires sont plus cool, hein, 9h, 16h à peu près ou 16h30. Mais du coup, on est tellement formaté avec le week-end, on travaille pas, les vacances, on travaille pas et puis le reste du temps on travaille, que déformater ça, ça demande quand même un petit peu de temps. Ouais, exactement. Alors après, moi, c'est vrai que j'ai pas culpabilisé comme toi, tu as pu ressentir ce sentiment-là, parce que déjà en hôtellerie-restauration, on a des horaires biscornus. Oui, c'est vrai. Donc, en fait, j'ai un peu gardé ce rythme-là d'hôtelier restaurateur où bah, le matin, tu travailles, le soir, tu travailles. Moi, je me couche tard, en fait. Donc, ça me pose aucun problème de travailler le soir. Je suis productive le soir. Et j'avais déjà ces horaires un peu complètement atypiques et en différé des personnes. Donc, j'ai pas ressenti ce sentiment de culpabilité. Après, c'était plus se dire, bah, les gens sont disponibles l'après-midi ou la journée. Donc, s'ils ont besoin, il faut qu'ils m'appellent, il faut que je sois là derrière mon ordinateur. C'était plus ça, ma Mm, problématique en me disant si je suis pas derrière, je pourrais pas leur répondre. Bon, en fait, c'est pas grave, je leur répondrai plus tard, ils m'envoient un mail et je leur réponds en fait dans la journée, peu importe. Et exactement. donc c'est un petit peu plus comme ça que moi je l'ai goupillé, si tu veux. C'est vrai qu'effectivement, en fonction du secteur dans lequel on travaille et des habitudes initiales, ça peut aussi impacter derrière notre ressenti. Mais ça a dû être plus difficile pour toi, justement, sur un poste de salarié, d'être sur des horaires C'était très quand j'ai commencé en tant qu'assistante de direction, bah déjà, ouais, voilà, je commençais à 9h, je finissais à 17h, 17h30. 10h, il y a la pause café. C'était, tu sais, tout était chronométré. Et là, tu te dis, oh là là, qu'est-ce que c'est ça? Du coup, j'allais 3 fois par semaine au sport entre midi et deux parce qu'en plus, j'étais passée d'un boulot où j'étais tout le temps debout à un boulot sédentaire. Et en fait, je me suis dit, mais je vais devenir complètement folle, quoi. Et Mm. mes collègues, en plus, entre midi et deux, ils jouaient au Trivial Poursuite. Ah oui. Ah, j'ai dit, purée, mais, oh, mais qu'est-ce que c'est nul ce truc! Bon, après, on a joué à d'autres jeux et en fait, c'était super fun. Mais la première semaine, je me suis dit, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que je fous là? J'avais l'impression d'être complètement parachutée dans un univers qui ne me correspondait pas. Pas du tout, en fait, j'ai découvert des personnes géniales qui étaient bourrées d'humour et super bienveillantes. Mais sur la première semaine, un gouffre, quoi. Tu as deux mondes parallèles, en Mm, fait. mm. Ouais, je comprends. Je comprends totalement. Alors, en préparant l'épisode, tu me disais justement qu'il n'a pas été facile de trouver du soutien dans ton entourage très proche parce Ouais. que bah voilà, t'es maman solo, t'as pas forcément ta famille à côté de chez toi, etc. Quels sont les soutiens que tu as quand même reçus ou que tu as cherché pour réussir à jongler avec les différents aspects? Parce que même si tu es entrepreneuse, parfois tu peux peut-être être en déplacement, avoir des obligations qui font que ça colle pas du tout avec ta vie de maman. Donc, qu'est-ce que tu as mis en place ou qu'est-ce que tu as réussi à mettre en place? Mm. Alors ça a été vraiment pour moi mon gros point noir parce que je ne demande de l'aide à personne. D'accord. Donc ça a été un gros travail d'accepter de demander de l'aide. Vraiment un gros travail. Et ça l'est encore aujourd'hui. Je sais que c'est encore compliqué pour moi. Et en fait, à l'époque, avant que j'achète mon appartement, que je déménage, mon fils était dans une école, dans une toute petite école, et il avait un copain, très bien, machin, etc. On se voyait un petit peu de temps en temps. Et un jour, sa maman m'annonce que elle divorce, elle se sépare. Et du coup, c'était marrant parce que son fils nous avait pris comme référence, parce que ça, il avait une grande sœur et sa grande sœur, du coup,
très attristé de la situation, etc. Et donc son frère lui dit, mais non, mais regarde, ça fait comme Martin, regarde ses parents, ils s'entendent bien, ils sont plus ensemble, mais ils s'entendent bien. Du coup, on a été vraiment la référence sur le moment et on a commencé à sympathiser, etc. On s'est aidés mutuellement sur nos différents déménagements et aujourd'hui, en fait, on peut vraiment compter l'une sur l'autre pour répondre un petit peu aux imprévus, aux enfants malades et avec une obligation professionnelle. Donc voilà, j'ai vraiment trouvé une alliée partenaire qui est également maman solo. Alors, elle n'est pas à son compte, mais elle a un métier très prenant. Quand l'une et l'autre on a besoin, on sait qu'on peut compter. Voilà, des fois je l'appelle, je lui dis, bah, faut passer chercher Martin à la garderie. Donc voilà, c'est sur sa route, elle y va, elle s'arrête, hop, dans la voiture, à la maison, et après je le récupère. Voilà, c'est un peu la deuxième maman. Bah, c'est un bel esprit de sororité, mine de Oui. rien. Ouais, parce que c'est important d'avoir quelqu'un sur qui compter pour Mm. gérer un imprévu. Parce que plusieurs fois, moi, j'entrais de chez des clients et je me disais, purée, ben en fait, là, tu crèves sur la route. Ton fils, il est à la garderie, il y a personne pour le récupérer. En gros, il va aller à la gendarmerie. Et là, tu imagines la scène et tu te dis, ben non, mais c'est pas possible, en fait. Non, faut trouver une autre solution. C'est important quand même d'avoir quelqu'un qui puisse gérer. Et après, j'ai aussi mes voisins sur qui je peux compter, qui ont l'âge de mes parents, qui sont un peu des papis-mamies de proximité. Et du coup, voilà, je sais que s'il y a besoin, ils peuvent aussi voilà, aller chercher mon fils ou le garder sur un imprévu ou une urgence. Bon, bah ça c'est génial parce que c'est vrai qu'effectivement, il faut savoir demander de l'aide et puis en apporter aussi. On peut pas tout gérer toute seule, mais c'est vrai qu'on a souvent du mal à demander parce que parfois on se croit un peu Wonder Woman où on nous dit qu'il faut tout gérer toute seule. Ça c'est compliqué finalement de le faire au quotidien sans avoir quelque part des personnes sur lesquelles on peut compter. Enfin, vraiment, c'est quelque chose qui est assez dur. Alors, sans parler d'être Wonder Woman, mais je pense que de toute manière, la société nous formate aussi, nous les femmes, à gérer tout toute seule. Mm, Tu vois, par exemple, un homme qui se retrouve veuf ou qui est séparé et que, je sais pas, moi, son ex-femme n'assure pas du tout son rôle de maman. Il y a tous ses collègues qui vont le soutenir et qui vont, en fait, s'organiser pour lui apporter le soutien nécessaire, alors que les femmes, c'est devenu la normalité. mm, tout à fait. Est-ce que tu as, pour finir cette interview, des conseils à partager à d'autres mamans solo qui peut-être nous écoutent actuellement et qui envisagent de prendre des chemins professionnels différents, c'est-à-dire peut-être sortir du salariat? Alors, moi, je leur conseille, en tout premier lieu, d'écouter leur cœur, parce que je pense que c'est vraiment ce qui nous permet d'avancer et ce qui nous anime. C'est quand il y a le cœur qui a vraiment envie d'entreprendre ou de faire un projet. Je pense qu'il faut vraiment l'écouter. Après, il faut s'entourer de personnes. Il faut jamais rester seul. Ça, c'est vraiment Mm, aussi un point qui est primordial et que parfois on peut laisser un peu de côté. Parce qu'en fait, moi, je me rends compte que dans le monde de l'entrepreneuriat, il y a quand même un soutien. Juste en fait le fait de dire bah ça y est je me mets à mon compte. Parfois il y a des gens ils disent ah purée ouais en fait c'est trop bien. Moi je pourrais jamais le faire parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas le tempérament pour le faire et c'est ok. Et du coup les jeunes qui entreprennent, la nouvelle génération ou même notre génération ou l'ancienne génération il n'y a pas d'âge pour entreprendre. Mais du coup t'es porté par tous ces entrepreneurs là qui vont t'accompagner et dans le lot on aura toujours un qui va aimer transmettre son expérience, ses problématiques, les embûches qu'il a pu rencontrer et qui du coup va t'accompagner gentiment. Je trouve que c'est vraiment super important. Alors ça peut être des réseaux d'entrepreneurs, ça peut être des matinales d'entrepreneurs, des after-work. Il y a plein de choses et il y a plein de choses en place sans forcément payer en fait qui sont à disposition. Et en plus, maintenant, avec le numérique, je dirais qu'il y a même mm. voilà, plein de rencontres exceptionnelles. On en est la preuve. Avec une distance de 600 ou 800 kilomètres, je crois, qui nous Oui, c'est séparent ça. et qui font qu'on se sent soutenu et que quand on a un coup de mou, après, hop, tout d'un coup, on a toute une communauté qui nous rebooste et nous amène à des visions différentes et on arrive à trouver des solutions à nos problématiques. Tout à fait, c'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que ne pas rester seul, c'est essentiel et avoir une communauté ou un groupe de personnes avec lesquelles on peut parler, on peut échanger, qui comprennent aussi nos problématiques. Parce que lorsqu'on échange avec des salariés, malheureusement, ils comprennent pas là les problématiques des entrepreneurs ou des patrons, même parfois qu'ils voient d'un mauvais œil. Et c'est vrai que s'entourer de personnes qui finalement nous ressemblent, même si c'est dans des domaines complètement différents, peut nous permettre d'aller plus loin. Et parfois, juste une discussion peut complètement débloquer un sujet sur lequel on était bloqué parce qu'on ne voyait pas, on était le nez dans le guidon et on prend un peu de la hauteur avec quelqu'un qui, lui, n'est pas dans l'activité, va nous dire, mais attends, t'as pensé à ça ou tiens, tu pourrais faire ça. Ah oui. Et là, c'est la révélation et c'est génial. Ouais, complètement. Totalement d'accord. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup Claire pour ce moment ensemble. Pour finaliser donc cette interview, est-ce que tu peux nous partager ta plus grande réussite ou un moment particulier en lien avec le sujet du jour?
Alors, ma plus grande réussite et ma plus grande fierté, c'est d'avoir réussi toute seule, en repartant de zéro, sans rien devoir à personne. Ni mari, ni famille, vraiment, je dois... alors, la famille, parce que bien sûr, ils ont fait notre éducation, etc. hein. Mais malgré tout, voilà, mon entreprise actuelle, je l'ai montée toute seule, j'ai trouvé mes clients toute seule, j'ai mené ma barque. Ça, c'est ma plus grande fierté, parce que bah, en rentrant à la maison, j'avais personne pour voilà, me faire un repas ou partager mes problématiques. Et du coup, en tant que maman solo, on est déjà fière d'élever son enfant seul. Mm. Mais quand on est en plus entrepreneuse, on est doublement fière parce qu'on élève un enfant seul et on gère sa boîte toute seule. Et ça, on le doit qu'à nous. hein. Exactement, et tu as bien raison. La fierté est quand même un sentiment positif qui nous porte et qu'il est essentiel de ressentir. En tout cas, merci beaucoup pour ton témoignage, un témoignage très inspirant puisque tu nous démontres ici qu'il est possible de tracer son propre chemin professionnel tout en étant une maman solo. Ton histoire est source de motivation pour toutes celles et ceux qui se trouveraient dans des situations similaires. Ainsi, vous, chers auditeurs et chères auditrices, n'oubliez pas que les chemins hors normes peuvent souvent mener à des destinations extraordinaires. Merci de nous avoir écoutés et n'oubliez pas de donner de la force à cet épisode en le likant, le commentant ou même en le partageant à une personne qui en aurait besoin. En attendant notre prochain épisode, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée, après-midi ou soirée et surtout, prenez soin de vous.